Merci beaucoup. Alors, le menu est riche pour ce matin. Et je vous propose j'imagine que plusieurs d'entre vous sont venus avec déjà des idées de thèmes. On va parler de choses assez amusantes. On va peut-être parler de densification et de qualité du bâti, un exemple au hasard. Mais je vous propose de commencer par une vue un peu d'hélicoptère et peut-être de reposer un cadre général à la discussion. Parce qu'au fond, les entreprises, vous êtes des entrepreneurs, donc vous avez vos plans d'affaires, vous avez votre planification à court et moyen terme. Et là, on va parler d'aménagement urbain et on peut bien entendu supposer que l'échelle temporelle n'est pas tout à fait la même. Et c'est en fait un point extrêmement important. Donc on va commencer là-dessus et j'aimerais poser tout d'abord la question à Michèle Tranda-Pithion, du cabinet Topos Urbaniste, qui est architecte EPFL, elle est urbaniste, elle est docteur en art de bâtir et urbanisme de Louvain-la-Neuve. J'aime beaucoup l'art de bâtir, je pense que ce n'est pas un hasard que le doctorat ait ce titre-là. Dites-nous donc, dans votre pratique de conseil, notamment d'entreprise ou de collectivité, l'importance de l'échelle temporelle quand on parle d'aménagement à des entreprises. Oui, bonjour à tous d'abord, et merci de l'invitation. Je me réjouis de l'occasion d'échanger avec vous, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. L'aménagement du territoire, vous le connaissez certainement sous forme de règles, de lois, de contraintes. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit que c'est comme si je vous parlais de la gestion d'une entreprise avec le droit fiscal. C'est clair, c'est important, mais ce n'est pas ce qui va vous permettre de savoir dans quelle direction trouver du marché ou trouver de la clientèle. L'aménagement du territoire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est sûr que le droit, c'est important, mais mon travail, c'est de me dire, OK, si j'imagine le territoire dans 15 ans, parce que c'est un peu l'échelle de temps que la loi m'impose. Le canton de Vaud va jusqu'à 25 ans, mais je les trouve très présomptueux. 15 ans, c'est déjà beaucoup. Imaginez, dans 15 ans, qu'est-ce qui aura changé? Quel territoire je dois pouvoir commencer à mettre en forme? Parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui prennent du temps. Je vais prendre l'exemple d'un tram. Un tram qui va vous permettre à vous, à vos employés de se déplacer, d'arriver quelque part, à vos fournisseurs peut-être de faire les choses avec des trams logistiques. Ça ne se prend pas en 5 ans. Hein, vous voyez, ce sont des décisions qui sont lentes. Donc, il y a des décisions lentes. Et puis, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, d'échanger vraiment sur un pôle gare dans un autre canton avec des entreprises importantes qui pesaient lourd en chiffre d'affaires et en nombre d'employés. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que moi, je travaille à 15 ans et vous, suivant votre entreprise, 3 ans, 5 ans, c'est déjà pas mal. Moi, comme entreprise privée, c'est la même chose. J'ai aucune idée dans 5 ans. Enfin, j'ai une petite idée maintenant, mais c'est en raison de l'âge. Mais voilà, c'est difficile, le marché dans 5 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à dialoguer en ayant des horloges, j'entendais le terme, qui sont aussi différentes. Et c'est une des questions que je trouve très importante, qui parfois peut permettre de bloquer certains dialogues. Je pense que, voilà, alors on est obligé de revenir sur ces conditions cadres. Je pense qu'en effet, c'est un terme un peu barbare, mais quel est le cadre qui va vous permettre d'évoluer en sachant qu'il y a une partie d'incertitude que vous allez devoir affronter, et moi aussi. Et comment trouvez-vous l'horloge commune? Par la discussion, uniquement par les échanges. Uniquement, alors, c'est par des échanges, et puis après, j'essaye de remonter à cette notion un peu d'infrastructure, c'est-à-dire quelles sont les infrastructures dont vous avez besoin. Alors, il y a, et en imaginant des conditions de société qui vont changer, un prix de l'énergie, un coût de la mobilité, ce sont des choses importantes. Peut-être un jour des tarifs de douane qui vont changer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'accessibilité des différents endroits? De quels services vous avez besoin et comment est-ce que j'organise ça dans le territoire. Alors, je ne vais pas tout dire tout de suite, mais il y a 2-3 pistes. On sait qu'il va falloir bien réfléchir les accessibilités. Tout ce qui tourne autour des transports, c'est un des éléments importants. Comment vous allez organiser votre logistique, comment vos employés vont venir, comment vos clients vont venir, ce sont des flux différents. Quelle entreprise a intérêt ou peut être accessible en transport public? Quelle entreprise doit impérativement pouvoir accueillir beaucoup de transports par route? Il y a beaucoup de différences et ce n'est pas une même réponse pour tout le monde. On arrive à trouver cette horloge aussi en descendant dans le détail de vos fonctionnements.
Alors, évidemment, pas entreprise par entreprise, parce que, ou alors si, sur un petit quartier, mais catégorie d'entreprise par catégorie d'entreprise. Mais il y a encore plein de travail à faire. En termes d'accessibilité de quartier, notamment, c'est, dans ma compréhension, un des éléments clés du concept de la ville du quart d'heure, qui est désormais un concept qui est utilisé pour définir l'image, notamment des nouveaux quartiers à Genève. Sur la ville du quart d'heure et le couplage ou le découplage de logements et emplois. Yves Créteny, j'aimerais vous entendre sur ce thème. Vous êtes directeur général de M3 Immobilier. Merci. Alors, volontiers. C'est vrai que dans ma vie, j'ai eu l'occasion un peu d'observer la manière avec laquelle les entreprises s'installaient sur les territoires. Et en fait, fondamentalement, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on avait un lien fort entre la proximité du lieu de travail et du lieu de logement. En fait, finalement, aller travailler, c'était se déplacer de son lieu d'habitation à son lieu de travail et utiliser un moyen de transport pour aller du point A au point B. Et puis la ville du quart d'heure, c'est celle qui dit soit je rapproche les deux, soit le moyen de transport qui rapproche les deux, c'est accéléré, il me permet de la mettre en œuvre. Ça, c'était une logique qui prévaut sans doute, mais on ne peut pas rentrer dans ce débat sans comprendre ou s'interroger sur comment les entreprises utilisent l'espace. Parce que dans le fond, l'espace est une ressource de l'entreprise, qu'elle soit dans l'activité de bureau dans lequel il s'agit de réunir dans un lieu commun des gens qui doivent interagir socialement les uns avec les autres, ou créer un plateau pour fabriquer des objets en y posant des robots qui vont assembler des choses et dont sortiront des objets. À la fin, dans le fond, tout ça est quand même profondément transformé par la technologie, qui fait que la nature des interactions sociales entre les gens est en train de bouger, et que la miniaturisation des équipements de production est en train de rendre possible verticalement des choses qui étaient que possibles horizontalement préalablement. Le Covid a profondément changé, je pense, le premier élément, celui dans lequel la nécessité de se mettre ensemble pour interagir les uns avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a supprimé, c'est-à-dire qu'elle l'a transformé. Et aujourd'hui, je pense qu'on voit émerger ce que j'appelle le grand découplage du lieu de travail et du lieu de vie. On a eu des politiques de développement territorial qui, sur les 20 dernières années, ont été fortement drivées par le fait que c'était les emplois qui précédaient le logement. Si on créait des emplois, le logement suivait quelque part. On s'est trouvé à Genève, en tout cas, dans cette situation très claire, dans laquelle on a créé beaucoup d'emplois, mais pas assez de logements. Et donc, du coup, on s'est trouvé dans cette situation dans les politiques d'aménagement du territoire, avec ce fameux ratio 1 emploi au logement, puis après, non, 1 emploi, 2 logements, parce qu'il fallait rattraper. Tout ça a fortement drivé les politiques d'aménagement jusqu'à aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, avec le Covid, avec des taux de retour au bureau qui sont quand même faibles. À Genève, on a de la chance parce qu'on a une ville des courtes distances déjà, et donc on a des taux de retour au bureau intéressants, mais on constate dans d'autres métropoles des taux de retour au bureau misérables. Dans la Silicon Valley, il y a un véritable sujet aujourd'hui autour du retour au bureau. On a des taux de retour au bureau de 40%, c'est-à-dire 60% de places de travail vides. Ça interroge sous l'angle des surfaces à produire et comment est-ce qu'on fabrique les surfaces. Je ne dis pas qu'on va y arriver, mais on est dans cette situation. En tout cas, ce couplage emploi-logement aujourd'hui est profondément réinterrogé. Ça veut dire qu'en fait, peut-être qu'on est en train d'observer que ce qui doit driver une politique de développement territorial n'est plus forcément celui de faire précéder les espaces de travail aux espaces de logement, mais plutôt de se dire comment est-ce qu'on fait pour utiliser la politique d'aménagement du territoire pour attirer les talents qui vont nourrir les entreprises qui seront dans l'écosystème créé. Et je pense que la clé aujourd'hui, c'est de fabriquer des quartiers de vie qui permettent de donner envie à ces talents globaux de s'installer dans le territoire, et que dans le fond, le reste de la politique d'aménagement du territoire changera. Et on est probablement à l'orée de ces nouveaux développements qui sont en train de se mettre en place. Vous, avec cette vision, vous proposez presque un changement de paradigme pour la Chambre, puisque nous travaillons sur les conditions cadres pour les entreprises, et que vous dites qu'en fait, il faut réfléchir comment faire venir des gens disposant de certaines compétences, etc., qui voudront habiter dans un certain type d'environnement. Donc c'est notre mission pour les 157 prochaines années.
Mais alors parlant de quartier de logement, on voit bien, enfin, je veux dire, chacun peut le constater en ouvrant sa Julie le matin, dès qu'on parle de créer du logement à Genève, on peut être sûr qu'il y a une levée de boucliers, des oppositions, des référendums, etc. José González, vous êtes un opérateur, vous êtes directeur de Brix. Alors Brix est peut-être un tout petit peu moins connu que M3 Immobilier. Dites-nous peut-être en 2 mots ce que fait cette société. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que vous faites comment quand vous devez créer des logements et si possible qu'ils sortent de terre sans... Rapidement. Voilà. Très bien. Donc, Brix AG, juste pour information, donc on est opérateur et investisseur, donc on est un petit peu bicéphale. Donc, aujourd'hui, on réalise, en fait, on développe et on construit sur Genève. Et on développe environ 1500 logements, ainsi que des surfaces d'activité tertiaire et aussi pôle médical. Donc, voilà, pour vous donner un petit peu le scope. Donc, on a un petit peu cette faculté d'avoir la visibilité d'un investisseur à long terme et tout en étant proche au niveau de l'outil sur le développement urbain. Donc, par rapport à la question posée, effectivement, pour moi, il y a deux mots d'ordre, on va dire. C'est la qualité et le dialogue. C'est ces 2 grandes thématiques. Bon, on sait tous qu'aujourd'hui, on a les outils, que ce soit le plan directeur cantonal qui donne les grandes directions, les plans directeurs communaux qui, effectivement, fait des accords entre l'État et la commune. Donc, on a un petit peu ces conditions cadres. Donc, à partir de là, au niveau du dialogue, et c'est là où je pense qu'il y a eu vraiment une évolution ces dernières années, c'est sur cette fameuse, entre guillemets, concertation. Donc concertation, et c'est vrai qu'on agit énormément sur la concertation, sur les forums citoyens, sur le dialogue qu'on doit avoir absolument avec la population, et, on va dire proche. Et bien évidemment, sans oublier bien évidemment la relation étroite qu'on doit avoir avec les communes. Parce que c'est avec elles qu'on construit les différents quartiers. Maintenant, concrètement, sur les projets, et aujourd'hui, on a quelques projets, effectivement, je pense qu'on est dans une phase de développement de quartiers, dans des quartiers un peu nouveaux, un peu innovants, et on travaille sur plusieurs aspects, et ce que je dis un petit peu depuis un certain temps, c'est que la qualité du logement ne suffit plus, ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir un beau logement avec un beau ratio au mètre carré à la pièce, d'avoir des logements spacieux, bien que, et je vais y revenir, mais c'est de travailler sur le fait qu'on ait des aménagements qualitatifs, qu'on ait une activation de quartier au niveau des pieds d'immeuble, une animation. Ce qu'on recherche, nous, comme investisseurs, c'est de garder notre client. Notre client, qui finalement est l'habitant de la commune. Et pourquoi ? Parce que finalement, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'il y ait du turnover, que nos locataires partent ailleurs, parce qu'ils se retrouveraient mieux dans d'autres quartiers. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a la crise du logement. Donc finalement, on sait loger des locataires dans des logements qui peuvent être d'une qualité médiocre ou dans des quartiers un peu médiocres. Mais nous, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'on n'est pas dans cette perspective. On est dans une perspective, je dirais, à long terme. On dit qu'il y aura à long terme il y aura une décompression du taux de vacances. Et donc, du coup, c'est de capter que ces locataires soient captifs. Mais pour ce, il faut qu'ils se sentent bien chez eux, il faut qu'ils se sentent bien dans leur environnement et finalement, ce qui est autour. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Yves sur le sujet de la ville du quart d'heure. Alors, évidemment, dans ces conceptions de quartiers nouveaux, puis on en fait actuellement, on développe aujourd'hui avec la commune de Plan-les-Ouates un quartier au Relier, donc au Cherpines. On a cette faculté de vouloir justement activer ces pieds d'immeuble, d'y amener l'aspect culturel, la restauration, tous ces programmes un petit peu polyvalents qui va justement créer cette animation au niveau des quartiers. Si je puis me permettre d'être un petit peu provocatrice par cette matinée qui s'éclaire, la concertation avec les habitants, vous me faites doucement rigoler. Moi, j'ai été très longtemps conseillère municipale en ville de Genève, à la commission de l'aménagement, donc j'ai une petite idée de ce que disent les habitants. Mais en réalité, ils vont être heureux dès lors que vous leur dites que vous construisez du Ré+2, et ça ne répond à strictement ni un impératif de logement, ni un impératif d'animation, et en plus on gaspille du sol parce que ça va étaler la construction. La Chambre de commerce, il y a 11 ans maintenant, avait mandaté les PFL pour réfléchir à la question, enfin, nous sommes dans cette maison convaincus depuis longtemps que construire en hauteur est la solution puisqu'elle dégage du terrain autour pour précisément, comme vous disiez, d'autres équipements. Mais c'est un message qui est totalement inaudible à Genève. On fait comment ? Alors je vais vous demander à tous quelle est votre proposition de solution.
Pour continuer, donc effectivement, c'est vrai que ça passe par une communication renforcée, par un dialogue le plus proche possible, pour une bonne compréhension effectivement de la population, ou du moins des associations environnantes sur ces thématiques-là, pour leur faire comprendre qu'effectivement, il est préférable de dégager du sol plutôt que d'étaler, comme vous le disiez. Donc, effectivement, pour éviter ces proximités. Et on ne peut passer que par là. Donc, et pour bien comprendre que le logement, il a sa qualité, ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on fait aussi sur nos quartiers, ce que je disais tout à l'heure pour rebondir sur la qualité du logement, on fait des logements, des hauteurs d'étage qui sont supérieures à ce qui est prévu dans la norme ou dans la LCI. On fait systématiquement des balcons de grande profondeur. Donc là, on touche au cœur. En fait, on se met à la place du locataire et de l'habitant. Moi, je le fais toujours avec mes architectes, toujours. Je lui dis, mais comment on peut vivre, comment on peut bouger autour de la cuisine, comment on peut aller dans le salon, dans les chambres, quel est le confort, est-ce qu'il y a un réduit, pas de réduit, des armoires. Il faut vraiment qu'on touche par ce dialogue-là les habitants pour qu'ils comprennent qu'on fait de la qualité. C'est pour ça que je disais que les deux maîtres mots, c'est la qualité et le dialogue. Et de leur faire, voilà. Après, sur le sujet de la densité, c'est vrai que tout le monde s'y mêle. Même les professionnels, quand on parle de densité, on a du mal à percevoir. On parle de densité de 1, de 2, qu'est-ce que ça représente ? Et on a tendance à dire, effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est de s'élever en hauteur. S'élever en hauteur, on le voit, il ne faut pas aller très très loin. On le voit à Bâle, on le voit en Suisse alémanique, il n'y a pas cette crainte, après c'est une crainte très, 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 très genevoise, plutôt que d'avoir des bâtiments plus tassés qui se resituent à 15-20 mètres de distance. Donc c'est de les écarter pour bien comprendre qu'il y a de l'ensoleillement, qu'il y a du dégagement, il y a de la vue. Voilà, donc, mais ça passe par le dialogue. Yves ? Le sujet complexe, c'est de rendre la densité désirable. Et comment est-ce qu'on fait pour rendre la densité désirable ? Il y a sans doute des manières de concevoir les projets qui doivent aussi un peu changer. Un travail avec les architectes qui doit sans doute être fait différemment, mais qui de toute façon conduira quand même à une situation dans laquelle, quoi qu'il arrive, fabriquer la densité, c'est engendrer le changement. Or, personne n'aime le changement. Ce que je constate dans les processus de participation et de consultation, c'est qu'en fait, dans les arbitrages qui sont faits, on donne beaucoup la parole à ceux qui sont déjà là et pas encore à ceux qui vont s'installer dans les quartiers qu'on fabrique. Donc je pense qu'on doit changer la méthode dans laquelle on doit donner une voix aux futurs habitants et pas seulement donner une voix aux habitants existants. La méthode de consultation, la manière d'écouter les parties prenantes doit aussi changer parce que dans le fond, quoi qu'il arrive, modifier un quartier, densifier un quartier, c'est de toute façon changer les habitudes de ceux qui y sont déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une asymétrie d'écoute entre ceux qui, bien entendu, résistent au changement, et on peut le comprendre, mais on n'écoute pas suffisamment de l'autre côté ceux qui le souhaitent. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle les processus ne sont sans doute pas équilibrés. Michel ? Alors, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a... Alors, je me disais, oh là là, la réponse, elle est méthodologique, donc c'est un peu difficile pour un matin comme ça, tôt. Si. Mais, nous sommes prêts, nous sommes au taquet ici. Je pense qu'à 2 points. Il y a le moment opportun de la concertation. Aujourd'hui, à Genève, elle arrive trop tard, parce qu'elle arrive au moment où le projet elle est déjà ficelé. Il arrive au moment où il y a déjà un plan localisé de quartier. Donc moi, j'en ai conduit certains de ces processus, et les gens disent, non, écoutez, vous êtes bien rigolo, je ne vais pas citer l'exemple précis, mais il y avait eu un concours d'architecture, donc je ne peux rien changer au bâtiment. Vous auriez pu quand même venir avant me demander sur le programme. Donc on revient aux besoins, aux usages. Et puis, alors du coup, on a touché le point faible qui était le jardin, parce qu'il y avait aussi un projet, mais on pouvait faire semblant. Enfin, voilà, de modifier un peu le jardin. Donc ça veut dire au bon moment, au moment où on peut vraiment, dans notre jargon, on appelle la maîtrise d'usage. Et j'aime bien ce terme-là, parce que celui qui commande, qui paye, qui dirige, est le maître d'ouvrage, c'est vous. Comme nous, ceux qui concevons, ce sont les maîtres d'œuvre. Et puis la maîtrise d'usage, c'est une sorte de triangle qui doit trouver le bon dialogue au bon moment. Et souvent, ça vient trop tard. Et puis après, donc, il faut du professionnalisme, ça c'est clair, il n'y en a pas assez. Et puis, ça commence, mais il faut vraiment du professionnalisme, parce qu'il faut savoir organiser un dialogue qui est autre chose que... alors, le collègue sociologue avec lequel je travaille, il dit si on présente quelque chose et qu'on laisse la place aux objections, ben non, ça ne va pas parce que, ben non, ça ne va pas parce que, ça ne va pas. Donc il faut trouver des systèmes de responsabilisation de ceux qui sont présents et de faire venir les futurs habitants, ça c'est clair. C'est absolument important. Alors il y a des trucs, Freiburg en Allemagne, ils ont fait ça il y a 25 ans. Donc il faut aller chercher des futurs potentiels habitants pour rééquilibrer.
et partir des usages. C'est-à-dire de faire un deal, ok, il y aura plus de monde parce qu'on n'a pas la place à Genève, mais vous aurez quoi en plus? C'est-à-dire, quels sont vos besoins dans le quartier pour les habitants et pour les futurs habitants autour du logement? Le logement, c'est indispensable, c'est du nécessaire mais pas suffisant. Et je vous rejoins aussi complètement, c'est quel usage, c'est quel endroit peut-être auquel vous tenez. Quand j'ai organisé ce genre de processus, tout d'un coup, il y a des petits endroits qui paraissent pas évidents comme du point de vue de leur importance pour un professionnel, mais qui ont un point d'identité, qui sont un facteur d'identité vraiment important pour les habitants. Respectez 2-3 choses comme ça. Et surtout, quand les gens ont dit quelque chose, dire « ok, ça on peut, non, ça on ne peut pas parce que ». Mais vraiment avoir un retour et expliquer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. José ? Pour rebondir, effectivement, la densité doit être contextualisée, oui. Effectivement, par rapport à l'histoire, par rapport au voisinage, par rapport au contexte, indépendamment des densités qui sont prévues dans les différents plans directeurs ou autres. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir comment capter ces personnes qui vont demain habiter dans un quartier. Oui. À part d'être dans une coopérative qui a déjà prélisté les coopérateurs qui vont venir. Et c'est là où je rejoins les discussions que nous, on peut avoir aujourd'hui sur certains projets, où on est en discussion avec des forums citoyens. Oui. Donc il faut avoir l'instrument, l'outil, ou du moins l'interface pour pouvoir effectivement entamer ce dialogue. C'est ce qu'on fait d'ailleurs sur un de nos projets, où on est en discussion avec un forum citoyen pour discuter du projet, de voir un petit peu quels sont les ajouts qu'on peut amener au niveau, par rapport à leurs demandes. Donc, et avoir la méthode de récupération des jeunes qui vont être ceux qui vont habiter aussi ces quartiers, qui ne viennent pas dans les réunions. Faut diversifier les publics, il faut trouver la manière d'aller chercher. Donc les réseaux sociaux, ces questions, ça c'est important. Yves ? De même, si on transpose ça, parce que c'est vrai, on a beaucoup parlé là, habitation, mais entreprise, on a un peu les mêmes sujets. On a aujourd'hui au PAV un enjeu quand même majeur qui consiste à fabriquer le PAV et donc à faire sortir quelques milliers d'entreprises d'un quartier dans lequel elles ont habité depuis une cinquantaine d'années, puis de leur proposer des quartiers désirables en périphérie. Le processus de changement et d'accompagnement du changement qui doit être mis en place, il est extrêmement important parce que le déménagement d'une entreprise, c'est comme le déménagement finalement d'une famille. C'est un changement de mode de vie, c'est un changement de mode de travail, ça va impliquer tous les processus. Les entreprises qui déménagent, c'est des phases de grand danger lorsqu'elles doivent décider d'investir dans un nouvel outil de travail, de bouger sur la carte parce que dans le fond, tous les flux des collaborateurs qui viennent ou qui ne viennent pas vont se déplacer. Donc ce processus, il doit être fortement accompagné et il nécessite une très grande attention. Je pense que la clé, c'est de partir des usages. Oui. Et on est obligé de partir de l'habitabilité ou de l'usage de la surface par l'entreprise, de comment est-ce qu'il est transformé par la technologie en particulier pour les entreprises aujourd'hui, qui fait que si on ne prête pas suffisamment d'attention à ces éléments-là, on n'arrivera pas à fabriquer le mouvement. Et en fait, dans une ville qui se reconstruit et qui se déplace, qui est l'écosystème de Genève dans lequel on se trouve aujourd'hui pour toute une série de raisons, si on n'accompagne pas ces changements, on risque de perdre pas mal d'entreprises en cours de route. Mais Michel, c'est un peu, je sais de notre discussion précédente, votre idée, votre concept, c'est un peu de trouver la bonne entreprise au bon endroit. Et finalement, vous me disiez en préparant cette table ronde qu'il y a des entreprises qui ont des demandes ou qui sont localisées à des endroits qu'elles pensent idéaux, mais qui ne correspondent pas du tout à leur clientèle ou à leur activité. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots ? Tout à fait. Dans ma pratique, j'ai souvent rencontré des entreprises qui rêvaient d'être au bord de l'autoroute. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une analyse sérieuse du nombre de clients qu'elles gagnaient par cet affichage. Et en travaillant avec, alors c'était plutôt dans le domaine du commerce, mais je peux imaginer tout à fait qu'on puisse l'appliquer à d'autres branches économiques. J'ai travaillé avec quelqu'un qui était vraiment assez pointu dans la prospective et qui disait finalement c'est une matrice, c'est-à-dire qu'en fonction de la fréquence de venue des clients et en fonction est-ce que c'est journalier ou est-ce que c'est une fois tous les 3 ans, et en fonction du poids de ce qu'on va acheter, il y a des localisations, c'est-à-dire plus c'est rare et plus c'est lourd. Par exemple, vous allez acheter votre armoire de chambre, là c'est clair, hein, vous n'allez pas venir en bus.
Et puis, plus c'est léger et plus c'est quotidien, et bien plus ça, c'est adapté au centre-ville. Et en fait, et on a des fausses idées. C'est-à-dire qu'à l'époque, ok, ça doit faire une dizaine d'années, je ne pense pas que ça ait fondamentalement changé, 50% des clients d'IKEA sortaient avec quelque chose qui rentrait dans leur poche. Voilà, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a aussi des fausses représentations. Donc on doit être assez rigoureux dans la manière d'analyser vos fonctionnements et puis de dire, voilà, vous auriez envie d'être au bord de l'autoroute, mais par exemple, Interio avait très bien compris ça. Interio avait fait à une époque, juste quand j'ai travaillé sur ces sujets-là, des magasins en centre-ville, justement avec ces petits objets qui avaient l'air de fonctionner très bien. Donc, c'est intéressant de revenir aux usages. Alors, je partage à 150% et de dire, voilà, concrètement, vous avez besoin de quoi? Et puis, on pourrait faire la même chose sur vos livraisons, sur la sortie des produits que vous produisez, quoi, de votre production. Je pense qu'il faut revenir au fonctionnement matériel des flux. Les flux, c'est pour ça que les infrastructures, je pense que c'est important. Les flux et les usages, et de voir comment est-ce que dans l'espace, on peut optimiser ça. Et si on rajoute le temps là-dedans, si on rajoute un peu de durée, mes Belges me parlaient il y a déjà longtemps de bâtiments fonctionnellement neutres, en disant, OK, aujourd'hui vous avez besoin de ça, mais si jamais ça évoluait un peu, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous n'allez pas tout reconstruire. Donc, investissez un peu plus pour mettre un peu plus de multifonctionnalité possible dans ce que vous êtes en train de réaliser. C'est vrai à l'échelle du bâtiment, c'est vrai à l'échelle du territoire. On réfléchit beaucoup puisqu'il y a pas mal d'incertitudes. On n'a pas encore les réponses, c'est compliqué. Mais voilà. Alors je vois des hochements de tête différenciés qui semblent être plutôt de l'acquiescement chez Osée et puis un petit peu de doute chez Yves. Non, alors moi, j'avais deux commentaires par rapport à ça. Le premier, c'est effectivement, on voit bien, la technologie va homogénéiser l'usage de l'espace d'entreprise et finalement, une entreprise qui fait de la distribution versus du bureau pourront habiter à peu près à un moment dans les mêmes espaces. On le voit, c'est possible. La multifonctionnalité aujourd'hui, ce ne sont pas José que je vais le dire, mais c'est vrai que ça coûte relativement cher malheureusement aujourd'hui. Et donc on a un problème de financement de la multifonctionnalité. Et on se rend compte qu'en fait, fondamentalement, ça veut dire mettre plus de matière, ça veut dire penser à des usages différents, les questions de charge des dalles pour des hauteurs sous plafond. Voilà, quelque part, pour faire rentrer un usage moyen dans un espace, se posent des questions de hauteur sous plafond et de charge des dalles. Et ça veut dire plus de béton, et ça veut dire beaucoup plus cher dans le contexte dans lequel. Donc, oui, absolument, le multifonctionnel va durer plus longtemps, mais dans une décision rationnelle économique à court terme, il n'est pas simple. Puis le deuxième critère, c'est qu'il y a un moment dans lequel, dans les usages d'entreprise, il y a cette capacité à rendre un usage moyen dans un bâtiment moyen, elle existe, mais il y a une catégorie d'activité qui ne rentre juste pas dans tout cela. Et là, se posent des questions d'écosystème économique, de savoir quel type d'entreprise on veut servir. Est-ce qu'on veut servir toutes les catégories d'entreprises économiques? Mais on sait qu'aujourd'hui, et j'aime bien le concept du mettre la bonne entreprise au bon endroit, parce que ça veut dire si on densifie toutes les activités qui peuvent l'être dans des bâtiments denses, ça veut dire qu'on le fait parce que de l'autre côté, on accepte de ne pas densifier certains secteurs pour que des entreprises non densifiables puissent s'y installer. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours fait les bons choix. On doit aller beaucoup plus sur une logique dans laquelle on doit piloter les plans d'aménagement par la densité cible et donc par des usages moyens là où on peut. Mais en contrepartie, il ne faut pas fixer une densité minimale à certains endroits parce qu'on se rend compte qu'on a besoin, dans l'écosystème d'activités qui consomment beaucoup de place, recyclerie, différents secteurs économiques qui ne savent pas se densifier aujourd'hui en tout cas. Développer des plans de quartier dans lesquels on ne distingue pas ou avec une certaine marge de manœuvre le logement de l'activité. Parce qu'aujourd'hui, les plans de quartier, je rappelle qu'ils fixent quand même l'objectif. Donc du coup, cette adaptabilité est un peu compliquée au niveau en termes légal, on va dire. Après, sur le sujet, effectivement, je te rejoins sur l'aspect construction, coût. Mais il y a des exemples. Il y a des exemples. Il ne faut pas aller très loin d'ici pour s'apercevoir qu'il existe des bâtiments qui sont réversibles, qui ont un coût, et c'est là où je dirais un petit peu on a croisé les chemins par rapport aux règles qui nous dictent. Je rappelle qu'on est en zone de développement pour la plupart des projets, avec des prix qui sont cadrés, alors bien sûr qui évitent toute spéculation, qui a toute sa vertu, mais c'est là où il faut peut-être un peu de flexibilité. Parce que se payer un bâtiment un peu plus cher pour de rendre réversible, voilà, ça fait que les loyers,
la sortie ne sont pas forcément les mêmes, mais ça existe. Ça existe. C'est là qu'on bute sur les questions d'urbanisme réglementaire. Mais bien sûr, mais oui, évidemment. Oui, voilà, sur le véhicule, sur le plan de quartier, sur la mobilité, sur les accès, c'est ces thématiques-là qui sont cadrées dès le départ dans un plan de quartier. Alors, ben voilà, les aspects réglementaires. Alors, justement, je voulais rebondir parce que j'ai dans mes références un petit document suisse-allemand qui a évidemment le défaut d'être en allemand, mais qui est fort intéressant, qui essaye de faire d'imaginer comment on pourrait faire mieux cet aspect réglementaire. Et ça rebondit tout à fait sur ce que vous dites. C'est finalement de rajouter un critère à tout ce que vous avez dit, c'est les nuisances. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle produit des nuisances qui font qu'elle doit, en plus de la place, parce que c'est vrai que les recycleries, je vous suis complètement, et je pense que sur tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire, il y a des choses qu'on ne sait pas encore très bien et qu'il faut prévoir de la place pour ces choses un peu incertaines. Donc, est-ce qu'il y a des nuisances ou pas? Ce qu'on expliquait, c'est qu'une imprimante 3D qui va nous servir à réparer des choses, on peut vraiment la mettre dans un bâtiment à côté de l'habitation, etc., etc., etc. Et puis, du coup, ces Suisses allemands, ils proposent 3 zones, et j'adore ça. C'est une zone pour les entreprises qui vont produire des nuisances ou qui ont besoin de beaucoup de place et qui ont besoin d'être en dehors. Ça, c'est important à localiser. Ensuite, d'imaginer les lieux où on va concentrer les services publics, les services privés, puisqu'on appelle dans notre jargon les tiers-lieux, c'est-à-dire des endroits qui vont pouvoir être un peu polyvalents pour du coworking, pour des choses comme ça, qui vont peut-être être un peu intermédiaires entre le télétravail et... Parce qu'il y a des gens qui, quand on a 3 enfants en bas âge à la maison, faire du télétravail, c'est un peu difficile. Je vois mes filles, c'est pas très simple. Donc, ce genre de choses-là. Et puis, le reste, c'est de la zone mixte dans laquelle on va travailler après sur les qualités et sur les usages qu'on peut y amener. Et ça a plusieurs vertus. D'abord, on simplifie un peu la vie, juridiquement, c'est pas dommage. C'est pas compliqué, c'est pas simple La simplification n'est pas une chose simple à faire. Particulièrement peut-être à Genève, je travaille dans plusieurs cantons, mais disons, ce n'est pas très simple. Et puis, en plus, ça permet justement cette ville du quart d'heure. Et la ville du quart d'heure, c'est de rapprocher les fonctions pour être moins contraint à se déplacer d'un endroit à l'autre et avoir plus d'évolutivité. Alors après, il y a tout un registre que je maîtrise très mal, mais que vous allez maîtriser mieux que moi, qui serait des montages financiers un peu innovants, dans lesquels on pourrait avoir des surfaces à certains prix, d'autres à d'autres prix, pour que l'ensemble économiquement fonctionne. Et ça, il y a vraiment un monde à inventer. J'essaie d'encourager mes étudiants, mais il n'y en a pas beaucoup qui crochent. Il y a vraiment du travail dans ce domaine-là. Oui, parlons un peu de sous, justement. Parce que l'aménagement et la planification de beaux quartiers, c'est intéressant, mais voilà, quelqu'un doit bien financer tout ça à un moment donné. Messieurs, lequel de vous deux se... Non, on sort d'une époque dans laquelle, finalement, dans la fabrique des quartiers d'habitation, on avait quand même une logique dans laquelle les quartiers commerciaux finançaient les étages. Je fais un peu simple, mais de manière générale, on était dans un monde dans lequel c'était quand même le commercial du rez-de-chaussée qui contribuait à une partie du modèle économique du bâtiment. L'idée, c'est d'arriver à des loyers bas, et puis donc de faire... Il fait grâce du parking qui pose encore 1000 questions. Ça, c'est un sujet un peu compliqué. Mais de manière générale, on sort un peu de cette époque aujourd'hui avec le e-commerce. Et ce que vous avez fait au Relais est tout à fait dans cette direction-là. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est plus le commercial qui subventionne les étages, mais c'est au contraire l'investissement dans le commercial qui va permettre de commercialiser les étages. Et donc, on est dans un monde dans lequel on doit trouver des nouveaux modèles économiques. J'en suis extrêmement conscient. J'ai vu plein de choses intéressantes en France, notamment là autour, dans lesquelles il y avait même des systèmes de droits de superficie à 2 étages, dans lesquels les rez-de-chaussée restaient propriété de l'opérateur de quartier. Et puis, c'était à partir du premier étage qu'on avait de la propriété privée. Alors, il y avait toute une série de montages possibles qui permettaient de... Ça ne doit pas simplifier les choses, hein. Oui, mais enfin, on est quand même sur du temps long. Le droit de sur étage... Oui, mais en fait, dans le fond, il ne faut jamais oublier, quand on fabrique un bâtiment, on a un temps de la planif qui peut être long, à Genève en particulier, mais dans le fond, on fabrique quand même un bâtiment qui va durer un siècle, et donc à minima. Donc à partir de là, de mettre un peu de montage complexe dans les opérations, c'est pas particulièrement choquant, j'allais dire. Ça vaut la peine pour fabriquer une ville désirable. Et c'est donc faisable. José ? C'est faisable, c'est totalement faisable. Après, comme je le disais tout à l'heure, on a des lois, notamment la LGZD, qui cadrent très bien le sujet, qui le cadre très très bien, mais qui permet aussi, si je reviens sur le logement, depuis peu de temps, de pouvoir amener la qualité qu'on souhaite et qu'on souhaite tous, premier pour les habitants,
pour justement, je dirais, augmenter un petit peu la part loyer pour payer un peu ces infrastructures, parce que finalement, l'argent ne tombe pas du ciel. Si on veut faire des quartiers comme il y a 20 ans en arrière, voilà, c'est sûr qu'on a des loyers plus bas, mais par contre, on est très pauvre en aménagement extérieur, en activité de vie de quartier. Comme disait Yves tout à l'heure, c'est comme sponsorisé quelque part par les locataires. Donc voilà, donc il y a ce cadre réglementaire. Il n'y a pas que la LGD, hein, la LCI, il y a la LAT, on fait la liste et on se retrouve avec une trentaine de lois. C'est extrêmement lourd. C'est vrai que mes collègues à Bâle, en Suisse alémanique, ont un peu plus de facilité. On parlait tout à l'heure, c'est un très bon exemple, parce qu'on est sur Bâle sur des gros projets, et puis on est un petit peu dans cette discussion-là avec les autorités, où on voit bien une espèce de plasticité, d'élasticité intellectuelle, on dire appliquons les choses et puis laissons un petit peu de liberté. Bon, après, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans nos lois, il y a aussi des possibilités, si je parle de dérogation possible, on parle de PLQ, effectivement, il nous est arrivé de faire des projets dans lesquels on a dérogé au plan de quartier, respectant l'article 2, alinéa 2 de la LZD, très concrètement, qui nous permet, dans un site urbain ou urbanisé, via un concours d'architecte, de pouvoir bâtir et réaliser, et gagner entre 5 et 8 ans. Donc ça existe, mais effectivement, voilà, donc on a un cadre réglementaire un peu compliqué, des plans de quartier, même qui se sont assouplis avec... il y a une refonte sur la réglementation des plans de quartier qui sont assouplis, mais qui sont quand même assez rigides. Donc pour cette évolutivité dans le temps, on va se retrouver un petit peu au chocolat, parce que si on fait les logements, c'est pas pour faire du bureau ou vice-versa, ça va être un peu compliqué. Donc, À ce stade, moi j'ai encore une foule de sujets sur lesquels vous lancez, mais y a-t-il déjà des questions dans la salle? Alors si ce n'est pas le cas, je continue, mais je vous donnerai une deuxième chance tout à l'heure. Peut-être. Ah, Olivier, il y avait une question? Oui, je vous sens tous sous pression de dire qu'il faut plus de place pour des résidents genevois qui travaillent à Genève. Alors, on n'a pas une démographie galopante, le nombre d'enfants par femme. On a une croissance, ok, mais elle n'est pas hyper énorme. Et on a beaucoup de baby-boomers qui vont partir à la retraite. Si je suis votre raisonnement, il faudrait leur demander de quitter le canton. Vu comme ça. Parce que de toute façon, d'un point de vue impôt, ils vont être moins productifs. Donc autant les envoyer en Valais au TSA, et ils vont laisser de la place à la génération suivante pour les places de travail, et ça vous enlèvera votre pression. Alors, moi, j'ai pas de pression du tout. Si, la pression de faire des logements pour avoir plus de places de travail dans des distances raisonnables. Ah d'accord, ok, d'accord. C'est ça la pression. Alors ça, je ne suis pas tellement d'accord avec vous sur le fond, parce que d'abord, on observe dans les usages également des phénomènes de desserrement, c'est que la demande de logement, elle ne vient pas uniquement des travailleurs qui arriveraient de Singapour par avion entier pour s'installer dans les nouveaux quartiers. Il y a des usages de l'espace interne qui sont en train de bouger aussi. Les familles deviennent plus petites, le rythme des séparations fait qu'on a besoin de nouveaux types d'appartements, les familles divorcées. Donc on a des nouveaux types d'espaces qui sont en train d'arriver, sur lesquels on a finalement dans les planifications, ces besoins ne sont pas très bien servis non plus. Et la question de la proximité, de l'intergénérationnel aussi se pose complètement. On n'a pas toujours des espaces qui sont adaptés à l'intergénérationnel. Et là aussi, il y a à fabriquer des nouvelles typologies d'espaces sur lesquels on doit travailler. En plus d'être capable d'attirer des gens qui viennent s'installer à Genève, parce que l'offre urbaine que l'on propose est suffisamment attractive pour des talents ayant envie de s'y installer. Et à l'échelle mondiale, la transformation économique fait que la clé de demain, c'est d'attirer les talents. Et on a une énorme opportunité d'attirer des gens qui ont envie de s'y installer, qui vont y développer des familles, y créer des familles, engendrer du besoin et vont permettre de continuer à développer cet écosystème économique. Mais on a un petit travail sur l'offre culturelle, sur l'offre d'animation, sur les quartiers désirables qui n'est pas encore totalement abouti à ce stade. Oui. Dans le développement de projet, effectivement, dans ces nouveaux quartiers, on est dans une étape d'après, effectivement, sur les thématiques qu'on aborde. Comme je vous disais tout à l'heure, la qualité de logement ne suffit plus, donc on est vraiment dans cette thématique. Maintenant, oui, j'ai perdu le fil. Du coup, je te laisse à barre, vas-y. Je reviendrai. J'avais une idée. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle 2 minutes du PAV qui a été évoqué, Yves, je crois. Maintenant, José, vous êtes opérateur au PAV. Bon, dites-nous, comment ça se passe? Quoi de neuf au PAV? Comment on relocalise les entreprises ou pas? Du côté positif, il y a des
projets qui On sortent. veut tout, on veut les deux côtés. Voilà, je vais dire les deux côtés. Donc, en termes de com, voilà, on a un projet qui s'appelle Les Vernets qui démarre. On a Acacia 1, qui a un PLQ de plus de 2000 logements, qui a fait l'objet d'une validation du conseil municipal de la ville de Genève. Apparemment, il y a un référendum qui couvre. Voilà, puis il y a l'Étoile, un projet de l'Étoile qui démarre aussi, fait avec la Banque Pictet. Donc voilà, donc ça démarre péniblement, puisqu'on en parle depuis déjà de nombreuses années. Maintenant, nous, en tant qu'opérateurs, donc on est sur une partie du périmètre, on est en propriété privée. Alors c'est vrai que la grande majorité du PAV, c'est en domanialité publique ou de l'État. Du coup, la fondation PAV. On est confronté à deux sujets. Je dirais le premier, par ordre d'importance, partant du principe qu'on a le foncier, c'est l'alignement des planètes entre les communes et l'État. Pour faire clair. L'alignement des planètes sur la vision du quartier de demain, sur la vision de la mobilité. Et là, malheureusement, on compte les points. Je suis un peu trash là-dessus, mais c'est la vraie réalité. Bien évidemment, tout ça fait que Acacia 1 est regardé d'un œil très averti, et le jour où il sortira, tout va un petit peu, je pense, se formaliser et aller d'avant. Après, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des forums citoyens. On est beaucoup en discussion justement sur l'usage, comme on évoquait tout à l'heure, et on voit qu'il y a des forces en présence, voilà, des référendums, il y a des oppositions. Les Vernets devaient démarrer il y a déjà 5 ans, enfin peut-être 4 ans, démarrer plus tard. Donc on est conscient qu'on a ces deux thématiques, et la faculté, le gros avantage qu'on a dans le périmètre où on est, c'est qu'on a, et ce que je disais aux magistrats, c'est qu'on claque des doigts, on peut construire demain. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problématique de relocalisation d'entreprise, bien qu'on en ait. Et là, on est en train de faire un accompagnement justement pour, comme le disait tout à l'heure Yves. Donc voilà les problèmes auxquels on est confronté, et bien qu'on fasse effectivement des études, on regarde l'urbanisme, la densité, toutes ces thématiques qualitatives. Mais voilà, donc on est aujourd'hui dans une planification compliquée. Mais fondamentalement, est-ce que le problème n'est pas que le PAV, par son ampleur, catalyse les fantasmes de tout le monde? Au début, on s'est dit, chouette, ça va être très grand, on va y mettre tout le logement qui manque à Genève. Après, non, mais il faut qu'on y mette de l'emploi, et puis il faut qu'on y mette tel type d'entreprise. Puis tiens, puisque c'est une page blanche, on va dessiner des quartiers du futur. Puis tout le monde a voulu tout y mettre, puis pour finir, plus personne n'y met rien. Yves? La grande misère du PAV, c'est qu'il y a 80% de maîtrise foncière publique. Étonnamment, c'est son principale opportunité, mais son principal problème. Parce qu'à partir du moment où, effectivement, il y a 80% de maîtrise foncière publique, ça a cristallisé tous les fantasmes d'aménagement possibles et imaginables, qui fait qu'à la fin, il n'y a pas grand-chose qui a bougé jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un constat sur la manière de fabriquer le quartier. Cela dit, je suis nettement plus, pas optimiste, mais enfin, j'ai le sentiment qu'en fait, le sujet sur lequel on n'a pas encore réussi à rendre ce projet PAV désirable. J'allais dire sexy, oui, mais désirable. Voilà. C'est pas sûr que ce soit un manque de vision. Pour éclaircir la vision. Mais on a 200 hectares à peu près. C'est le plus grand projet de transformation urbaine européen en cours aujourd'hui, sur lequel on a l'occasion de fabriquer une ville en partant quasiment d'une page, pas tout à fait d'une page blanche. Il y a quelques milliers d'entreprises installées, donc il y a un vrai travail d'accompagnement qui doit être mis en place. Mais sur lequel on peut imaginer alors, à la fois de fabriquer des nouveaux lieux de vie. D'un autre côté, toute cette phase de transition qui va s'étaler sur plusieurs dizaines d'années offre des types d'espaces absolument nouveaux, avec des quartiers qu'on peut s'approprier sur des bâtiments en friche, dans lesquels on peut mettre de l'activité culturelle, sportive ou nocturne, qu'on n'a pas eu l'occasion d'imaginer avant. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à rendre cette mutation comme étant une immense opportunité pour la ville. C'est incompréhensible. Alors que c'est vraiment une opportunité magnifique de transformer Genève, et qu'on n'est pas en train de prendre suffisamment... quelque part, on est opérateur, nous. Alors, je dis, à Pont-Rouge, je fais semblant de dire que c'est le PAV, mais c'est juste à côté, donc ça donne un petit peu une idée du début. Mais cette partie-là est réalisée aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un vrai travail de communication à monter pour que ce projet se fasse en vie. Michel? Oui, c'est un projet que j'avais pas mal suivi au démarrage. Et en fait, ce qu'il faut aussi voir, je reviendrai, c'est un peu comme pour la concertation, il y a aussi eu un problème de professionnalisme, de pilotage du projet, en tout cas au départ. Pour des territoires similaires, j'avais 2 exemples en tête, c'est Confluence à Lyon et l'autre c'est autour de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam. Nous, on avait 2-3 personnes au début, compétentes individuellement, ce n'est pas une question de personnes, c'est une question de système.
À Lyon, ils avaient 20 personnes managées par un ingénieur chef de projet qui savait manager des territoires avec tout le savoir-faire des grands quartiers français. Et à Amsterdam, ils avaient 40 personnes pour la même surface, managées par un ancien ministre qui avait absolument toutes les entrées dans tous les endroits du pays. Donc on ne sait pas mettre le professionnalisme qu'il faut pour des sujets aussi complexes, parce que c'est extrêmement complexe. Il faut jouer avec la mutabilité des choses, donc c'est quelque chose qui joue dans l'espace et dans le temps. Il faut savoir où on peut appuyer, et parce que ça peut bouger, et parce qu'il y a les acteurs qui sont prêts. Et c'est vrai que le système de planification à la genevoise dans un territoire comme ça, j'avais même hésité à y aller, mais je suis partie en courant. Voilà. La Fondation PAV a été créée maintenant il y a 2 ans. Oui, voilà. Ça, 2 ans. C'est en train de changer. C'est en train de changer. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu un manque de savoir-faire de pilotage et beaucoup de changements au niveau de la direction. Et puis c'est vrai qu'en termes de message, personne ne comprend pas, même nous les professionnels. C'est vrai qu'il y a un recadrage au niveau politique. Bon, voilà, une fondation PAV qui est sur les rails, qui est en train de s'équiper et finalement qui va donner un petit peu l'ordre de marche et qui va professionnaliser un peu cette démarche. Donc voilà, mais ça prend toujours du temps. Aujourd'hui, le staff, ils sont pas effectivement du nombre que vous évoquiez tout à l'heure. Donc voilà, mais pas, sans aller très très loin non plus. Enfin, je reparle de Bâle parce qu'on développe un projet de plus de 300 000 m², donc à peu près un demi-Grosselin sur le quartier. Et on voit, voilà, on a cette possibilité-là. On est opérateur, on travaille de façon très rapprochée avec les autorités. Pour le coup, quand on a les communales. Qui facilite les choses, c'est-à-dire que Bâle, c'est Bâle-Ville. Oui, non, mais Bâle-Ville, c'est le canton, enfin, on a le canton et la commune, donc c'est sûr qu'on n'a plus qu'un interlocuteur, donc ça simplifie les choses. Et c'est vrai que le fonctionnement chez nous, voilà, avec les communes qui ont leur vision, au niveau du PAV, etc., ça donne un peu, c'est un peu la mélasse, c'est un peu plus compliqué avec la vision aussi politique, donc tout le monde s'y mêle un petit peu, donc pas plus compliqué de transformer ça en but. Il y a des endroits où on est assez pragmatique. J'ai un exemple à Copenhague où, sur un très grand développement, où il y avait à la fois la construction du métro, plus de l'activité, plus du logement. Le chef de projet m'avait dit, ouais, nous, on a monté carrément une entité de droit privé, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Donc voilà, c'est aussi dans l'ingénierie du montage de ces opérations, c'est extrêmement important. Oui, c'est ça. Alors du coup, je trouve qu'en effet, ça prend une bonne direction, absolument. C'est pour ça que je suis revenue à l'historique en disant c'est des domaines dans lesquels voilà, à toutes les échelles, c'est aussi du professionnalisme, mais ça ne se voit pas. Quelqu'un a-t-il une question? Oui, Maxime. Ce que j'entends dans les lignes, c'est la communication est un enjeu. Rendre sexy un projet. On a eu la chance d'avoir une formidable conférence organisée par la Chambre, par l'intermédiaire d'Alexandra, sur attirer les talents. Et finalement, la communication faisait partie également du package. Alors, quelles sont vos voies un peu pour attirer et communiquer sur ces beaux projets qui changent Genève? On a une vraie compétence de marketing territorial à monter à l'échelle du canton. Non, mais c'est une réalité. Quand on voit comment les autres villes développent leur marketing territorial, si vous allez sur Singapour par exemple et que vous cliquez sur quelques projets, il y a une capacité à raconter l'histoire du territoire, à lui donner du sens et à donner envie à ce qui va se passer, qui est bien plus grande. Je ne sais pas si ça vient de la culture, on est un tout petit peu en mode quand même, on ne parle pas trop de nous, voilà. Mais il y a une réalité, c'est qu'on n'est pas très bon en marketing territorial. Et le début de l'histoire de la fabrication de la ville, elle tourne quand même autour de cette histoire qu'on veut raconter. Là, il y a une vraie compétence à monter. Autre avis, bon, nous, ce que je peux proposition? dire, c'est qu'au niveau des projets, alors je ne parle pas du PAV, parce qu'encore une fois, moi, je pense qu'ils sont en train de cristalliser la vision, le marketing. Il faut qu'ils le fassent, parce que c'est je disais tout à l'heure, ce qu'on voit un peu sur Bâle, où il y a du vrai marketing. On communique, il y a une vision, on raconte une histoire, comme je dis, on raconte une histoire. Et dans le PAV, on a du mal à raconter cette histoire. C'est un peu confus dans l'esprit de tout le monde. Mais donc, pour revenir à des sujets où on développe des quartiers, je parlais d'autres quartiers tout à l'heure, en zone périurbaine. Là, on travaille une communication, je parle de la concertation. Rendre sexy, c'est un joli terme, mais au-delà de rendre sexy, c'est de faire comprendre qu'on fait de la qualité. Parce que bon, vous pouvez rendre sexy, c'est beau, vous avez la belle
la belle robe de mariée, et puis finalement la mariée n'est pas forcément si belle que ça. Et c'est vraiment ça où les gens nous attendent aussi, c'est-à-dire la robe de mariée, mais la mariée, le logement, les activités de vie de quartier, les piliers, etc. Donc oui, donc on fait la communication, on fait le marketing, mais à l'échelle projet ou à l'échelle quartier, mais pas à l'échelle territoriale au sens large. Enfin, voilà, mais ça c'est plutôt une domanialité, je dirais, plutôt public, c'est plutôt le canton qui doit s'occuper de cette communication. Après, elle le fait aussi avec ses grands projets, il fait une dizaine de grands projets, avec les communes, etc. Dans les développements, on peut en faire un peu plus aussi, sans doute. Oui. Bon, en tout cas, ça se fait, on le fait, il y a des informations publiques qui se font aussi. Voilà. Et puis là, on montre aussi avec des belles images, la vue en 3D, on explique ce qu'on fait, le programme, les usages, la qualité. On est en train d'évoluer un petit peu là-dessus, non, je pense que c'est... Michel ? Oui, et puis après, je dirais, en plus de ça, que je trouve que si on arrivait à faire mieux le lien entre ce qui serait l'équivalent d'une étude de marché pour une entreprise, disant les aspirations résidentielles, les aspirations sur l'espace public, les aspirations sur la qualité de vie en ville, de mieux les connaître, mais par des sondages, par des études, qui existent certainement, mais qui ne sont pas mis en lien les unes avec les autres, et dans la communication, de dire, voilà, vous avez ça, nous, on y répond comme ça, de faire ce lien logique. Je pense que ça serait aussi finalement, qu'on sache dire, ben voilà, il y avait des études, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais assez connu, il y a encore 15 ans, sur comment on attire des talents. Vous devez voir à qui je... Non, je ne crois pas, non, mais je... Ok. Mais disons, qui était arrivé sur des choses assez concrètes, les lieux culturels, les lieux de créativité, tel ou tel milieu. On savait que si, par exemple, on se débrouillait pour créer une place de culture contemporaine, tout d'un coup, ça attirait d'autres personnes. Donc voilà, ce genre de choses-là aussi. Alors, c'est du marketing, mais qui est complètement... Qui part de besoins. Voilà, on revient vraiment. Observatoire des modes de vie, un peu. Oui, un observatoire des modes de vie, et qu'est-ce qui manque et comment est-ce qu'on peut améliorer ça, puis répondre aussi à la demande. Parce que si on fait de la communication, de la concertation pour justifier un projet prédéfini, ça c'est mort. Ça, je vous le dis, c'est pas la peine, quoi, c'est gâcher de l'argent. Mais si on essaye de mieux comprendre, c'est vraiment... Enfin, comme n'importe quelle entreprise, vous faites une étude de marché, vous faites une veille technologique, et puis vous regardez comment vous vous positionnez. Enfin, je fais ça par rapport à ma toute petite entreprise. Comment je me positionne par rapport à mes concurrents, quel poids d'avance je dois avoir par rapport à eux, etc. etc. Donc, c'est ce genre de réflexion-là, mais à une autre échelle, en fait. On est peu doté, de manière générale, en Suisse, on est peu doté en statistiques, oui, y compris ça, sur les clair. usages urbains et sur les modes de vie. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on doit qualifier des besoins de manière un peu organisée et structurée, on manque cruellement d'outils. Je ne sais pas si vous avez autour de la table connaissance, par exemple, d'études qui parlent de taux de retour au bureau dans les entreprises locales. Tout le monde a entendu parler de son voisin à qui on a donné 1 jour, 2 jours, 3 jours, les startups qui sont complètement éparpillées, qui ont résilié leur beau. Mais de manière sérieuse, est-ce qu'on a une étude qui observe les taux de retour au bureau à Genève? Je ne la connais pas. Laurence. Merci beaucoup. Donc on parle d'attractivité beaucoup par rapport à la mixité, au côté pratique. Mais moi j'aimerais bien venir au côté esthétique parce que finalement on voit qu'on est très conservateur. Je ne vois pas dans les nouvelles constructions quelque chose qui a été innovant, où on se dit mais c'est fantastique. Et on a une formidable opportunité à faire des bâtiments. On voyage, que ce soit à Dubaï ou dans ces pays qui osent, qui donnent carte blanche pour les architectes pour qu'ils s'éclatent. Et typiquement, on voit le panneau là, on a essayé de des bâtiments emblématiques, on voit l'ONU, mais on pourrait avoir justement une carte à jouer, un USP, pour que Genève ait aussi des nouveaux bâtiments un peu emblématiques, extraordinaires, innovants architecturalement. On peut imaginer plein de choses. Qu'est-ce qui bloque? À nouveau, nos politiques qui ne prennent pas de ce genre de risque. C'est tellement frustrant pour des architectes. Est-ce qu'on a une marge de manœuvre pour justement développer des choses qu'on ne voit pas ailleurs? Question très intéressante. C'est un petit peu, je dirais, mon fil rouge. Enfin, nous, en tant que promoteur-opérateur, on a le pouvoir d'agir sur ce sujet-là, mais comme je disais tout à l'heure, on est dans un cadre orthonormé. Donc on est dans une zone de développement, on doit un prix de foncier, on a un loyer qu'on doit respecter, donc on est un cadre économique orthonormé.
Donc c'est sûr que si on fait des loyers, sans faire parler de social ou de logement public, de logement en zone libre, mais on pourrait faire des bâtiments plus emblématiques dans des sites urbains, on parle du PAV, on pourrait faire des tours, des très belles tours, mais là aussi on se retrouve avec des problèmes d'infrastructure devoir payer des impenses, des frais de déménagement. Donc on vient alourdir un plan financier, on vient alourdir le prix de revient. Et finalement, ce qu'il en ressort, finalement pour l'aspect qualitatif, peut être diminué. Donc notre travail consiste effectivement à faire porter ces frais par qui de droit, je dirais de les diminuer. Je prends un exemple très concret. Dans le PAV, on est dans des zones polluées, généralement, globalement. Mais de faire de l'urbanisme un peu plus intelligent, c'est-à-dire mettre des bâtiments où il n'y a pas de pollution, ou moins de pollution, où il ne faut pas décontaminer, pour éviter de prendre quelques millions dans le coin de la tête, et puis finalement, pouf, vous vous retrouvez avec un peu moins de budget pour faire de la qualité. Donc tout ce travail, c'est le travail qui m'anime au quotidien et je dis ce que je dis toujours, c'est mettre le bon franc au bon endroit. Le bon franc au bon endroit. Et partant du principe que notre client est le locataire. Donc quand je prends ce principe-là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc sur la qualité du logement, sur les extérieurs, etc. Et bien sûr, la qualité du bâti. Aujourd'hui, on réalise un bâtiment, on a réussi à le faire. On met du marbre en façade. On met la pierre marbrière en façade dans la zone de développement, en logement locatif. On le fait parce qu'on a une densité qui le permet, dans le sens où plus vous êtes dense, vous avez un impact foncier qui est plus bas, donc ça vous permet d'avoir un budget un peu plus élargi. Plus la densité est basse, moins votre équation économique va être compliquée. Donc là, tout l'enjeu consiste à limiter les impenses, à mettre le bon franc au bon endroit, et puis effectivement piloter les architectes et prendre des bons architectes pour que, alors à partir de là, c'est plus ma compétence, je ne suis pas architecte, et via des concours d'architectes qu'on a pu animer dernièrement, voilà, et puis pour laisser un petit peu la créativité de nos architectes pour trouver les bonnes images. Et c'est vrai que le sujet des tours, par exemple, sur le PAV est une thématique, parce qu'une tour, par définition aussi, vous devez comprendre qu'une tour, c'est 20% à 30% plus cher qu'un bâtiment normal. Parce que quand vous commencez à monter, vous avez des fondations plus importantes, parce qu'au niveau sécurité, vous devez faire des cages à pompiers, des colonnes sèches, je rentre un peu dans le détail, donc c'est plus cher. Mais vous êtes dans un cadre économique qui est le même que pour un petit bâtiment. Donc, et c'est là où vous vous confrontez à la réalité, on dit mais si je fais mais non, si t'es trop cher, ton loyer est trop cher. Ah ben si ton loyer est trop cher parce qu'il est contrôlé. Mais tiens, si on est dans le PAV, l'étude de marché pourrait confirmer des loyers supérieurs. Donc je pourrais faire des loyers qui sont peut-être 10-20% supérieurs. Mais ça, on n'a pas le droit de le faire parce qu'on est cadré. Donc c'est toute cette complexité des règlements, des lois dans lesquelles nous on essaie de se mouvoir au mieux qu'on peut pour, et là je vous rejoins à 100%, c'est pour avoir la qualité la plus optimale. Alors façade, mais encore une fois, l'habitabilité extérieure, après, vous savez, les façades, c'est des goûts et des couleurs. Moi, j'aime pas. Et puis voilà. Donc, mais en tout cas, apporter la qualité de matérialité également. Alors, Yves ? Juste pour répondre, de nouveau, là, il y a une différence entre l'investisseur et le promoteur, quelque part. Parce que c'est vrai qu'on est, quelque part, notamment pour les gros bâtiments, et le PAV en fera partie, on va être dans une logique dans laquelle les propriétaires finaux seront des investisseurs qui, en Suisse, et vous le savez bien, sont essentiellement des caisses de pension. Et donc, quelque part, aujourd'hui, pour avoir de l'architecture audacieuse, on a en face de nous un marché de l'investissement immobilier avec ses règles, avec ses décideurs, qui, eux, jouent sur le marché de l'argent. C'est la réalité. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on finance nos retraites. Il y a une mécanique qui a été mise en place, qui est d'ailleurs assez intelligente, parce qu'elle permet d'alimenter et de fabriquer la construction. Mais aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle je pense que les critères financiers qui évaluent quel est un bon investissement versus un moins bon investissement ne prennent pas suffisamment en compte, ne discriminent pas suffisamment la qualité des objets et des projets. Donc il y a un vrai travail du côté de la manière de présenter les objets sur le marché des investisseurs pour montrer qu'un projet qui est qualitatif d'un point de vue architectural. On a eu la chance d'écouter une conférence l'autre jour des architectes qui avaient fabriqué, des promoteurs qui avaient fabriqué la tour Bosco à Milan, qui nous expliquait qu'en fait la prise de valeur de cet objet qui avait l'air complètement incongru initialement et qui a fait référence, avait été suffisamment intéressante pour rendre l'objet attractif, non seulement d'un point de vue de sa désirabilité architecturale, mais également pour l'investisseur. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a en Suisse un marché des investisseurs qui n'est pas encore, qui n'a pas suffisamment ségrégué par la qualité les différentes catégories de projets. Et là, c'est de l'éducation des acheteurs immobiliers, des investisseurs qui est à faire et sans doute à repenser un peu. Oui. Et du cadre légal et des promoteurs. Oui. Et des promoteurs, ça c'est sûr. Mais pour revenir sur Bosco Vertical, pour revenir là-dessus, moi je l'ai visité aussi, à Bosco Vertical, on a des PPE à 14 000, 16 000 francs.
En zone de développement, t'es calé, tu divises par 2. Oui, mais zone de développement, c'est 10%. C'est pas tout Genève qui est en zone de développement. Non, 95% des projets sont en zone de développement. Le PAB est en zone de développement. C'est vrai. Donc on se retrouve avec des... non, pas tout. Non, on se retrouve avec des PPE qui répondent à la demande de la population. On est à 7 000, 8 000, pas plus. Alors Bosco Vertical, ils sont à 1 000 ans, ils sont à 14 000 francs du mètre carré. Bon. Initial 600. Donc, à un moment donné, et moi ce que je dis, c'est qu'on peut peut-être avec une certaine flexibilité, tout en respectant la volonté d'avoir des loyers qui soient mesurables, qui soient tangibles et puis pas non plus excessifs, de pouvoir les distinguer par rapport aux zones où on est. Enfin, on ne va pas construire dans le PAF qu'on va construire en bordure du canton, en campagne urbaine. Et pourquoi nous on a fait ce projet-là en fait, je parlais du projet tout à l'heure où on avait une densité et puis on a mis de la matérialité, on a fait des logements de 2,75 de ville d'étage, on a fait des balcons de plus de 2,50 m, enfin, on a fait de la qualité de l'objet, mais parce qu'effectivement en tant qu'investisseur, on sait qu'à terme ce bâtiment aura de la valeur. C'est ça. Donc on rejoint Pardon oui. Non. Pardon. Donc on rejoint effectivement l'objectif d'apporter de la qualité et puis finalement ça satisfait aussi notre objectif final. Alors, j'ai déjà 3 questions dans la salle. Donc, il y a tout d'abord monsieur, ensuite ma collègue Nathalie, et ensuite monsieur et probablement Evelyne qui sera la dernière. Monsieur, allez-y. Bon anniversaire, architecte. Moi, je me pose juste la question, en fait, les blocages qu'on ressent et autres, c'est un peu en prenant le constat qu'on est à Genève, dans une ville riche, une ville chère. Et puis, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a des autorités politiques qui sont consensuelles. Et puis, par rapport au développement qu'il y a eu, par exemple, à Confluence, à Lyon, on a évidemment un système politique qui permet de faire avancer des choses, alors qu'ici, à Genève, le consensus est extraordinaire, mais c'est un frein extraordinaire aussi pour le développement des choses. Michel Oui. Je pense que oui, en effet, il faudrait, on ne peut pas imaginer faire un transfert direct. Par rapport à Confluence, ce que j'imaginais, c'était l'ampleur et le savoir-faire de l'équipe, la différence. Ça, on aurait pu appliquer. Je pense qu'en effet, ce cadre légal, et quand ce n'est pas le cadre légal, faisant juste un petit bond sur votre question, j'ai repensé à la Cité de la musique, voilà, un référendum et puis fini. Ça aurait pu être un bâtiment emblématique. Donc, on a aussi la question d'une sorte de volonté de... Enfin, on est très calviniste, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Nathalie. Oui, merci. Je voudrais revenir au sujet de l'entreprise et l'aménagement du territoire, et surtout la place des entreprises. Du point de vue des associations économiques, on a parfois l'impression que les autorités ne s'intéressent pas suffisamment à l'économie et qu'on est un petit peu le mal nécessaire, ce qu'il faut cacher. Je prends l'exemple de la feuille de route pour l'élaboration du plan directeur cantonal 2050, parce qu'on est à cet horizon, cette vision territoriale transfrontalière où il n'y a pas une seule photo d'entreprise, il n'y a que des photos de jardins, de gens qui s'amusent, qui batifolent, etc. Et est-ce que c'est notre vision association économique qui est un petit peu déformée, ou bien vous avez aussi cette impression que l'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut cacher, qu'on ne veut pas montrer aux gens, et du coup, on se sent aussi pas suffisamment écouté. Et le cas échéant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire changer les choses ? Alors, je partage complètement cette analyse. Moi aussi, je trouve que très régulièrement dans mes dossiers, je dis aux communes, non mais vous n'avez pas introduit les acteurs économiques dans les personnes avec qui discuter. Je l'ai fait encore récemment hier, et par rapport au Grand Genève en transition, par rapport à la vision territoriale transfrontalière, j'ai le même souci. Alors, mon explication... Elle est double. C'est le problème de temporalité, de la différence des horloges, que je comprends bien, fait qu'en tant qu'entreprise, c'est peut-être difficile de dire, voilà, moi j'ai besoin de telles infrastructures, j'ai besoin de telles choses dans le territoire. Donc, comme aménagiste, j'aimerais vous dire, mais travaillez sur ces questions-là, élaborez des connaissances, élaborez des demandes et faites-les savoir. Je veux dire, intervenez aussi comme lobbyiste dans ce domaine-là. En poussant un peu les besoins un peu plus long terme. Et puis, après, bon, il y a aussi des cultures... Ouais, non, c'est vraiment ça. J'ai perdu ma deuxième idée. Peut-être qu'elle reviendra.
Moi, ce que j'ai observé sur cette question de savoir comment l'entreprise existe dans les processus d'aménagement du territoire, ce que j'ai observé dans ma pratique précédente, c'est qu'en fait, étonnamment, quand on voit le tissu, alors on a des grandes entreprises qui ont parfois, en termes de compétences, des gens qui s'occupent, souvent c'est les services généraux d'ailleurs, d'espace, et puis qui ont une vision très intérieure des bâtiments, qui n'ont pas une logique de positionnement dans la ville, de compréhension de ces flux. Alors, il y a beaucoup de consultants qui gravitent là autour, des entreprises qui vous accompagnent dans ces déménagements, mais de manière générale, dans les entreprises, on constate une assez grande désappropriation de sujet. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, étonnamment, contrairement aux habitants, les entreprises, elles déménagent assez rarement. Elles signent des baux, elles restent 15, 20 ans dans le territoire, elles sont là, et donc quelque part, dans l'entreprise, ces sujets sont très traumatiques et on le voit bien arriver au PAV. Les entreprises qui s'interrogent et qui sont arrivées dans les années 70, 60, 70 au PAV, souvent c'était la génération précédente qui avait généré le déménagement, la génération d'après a repris, et en fait les patrons sont très démunis dans la manière avec laquelle ils s'interrogent sur où est-ce que je vais m'installer. J'ai un bâtiment complètement amorti au PAV, en droit de superficie, très bon marché. Je dois déménager à Plan-les-Ouates dans un bâtiment qui va me coûter 4 ou 5 fois plus cher. Je dois changer toutes mes machines. C'est un processus qui est complexe. Et aujourd'hui, dans la capacité de dialoguer avec les autorités à cette échelle-là, je pense qu'il y a aussi une compétence à développer sur cette question du rôle de l'entreprise dans l'aménagement du territoire. Et ce n'est pas pour rien qu'on ne la voit pas. C'est parce qu'en fait, elle est peu organisée et peu représentée. Monsieur. Nicolas Sonders, Montalva architecte. Je voulais juste rebondir sur la question de l'ambition et de la qualité architecturale et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que d'autres cantons, pour ne pas citer Zurich, y arrivent là où Genève échoue. Oui, qui a la réponse? Je suis toujours très intéressée par la réflexion sur les processus de production. Et je pense qu'à Zurich, on a des processus de production qui sont très différents. Si je compare les deux périodes où Genève et Zurich, à quelques années d'intervalle, ont décidé par exemple de produire de logements parce qu'il en manquait, les processus ont été complètement opposés. Zurich, à l'époque, s'est organisé d'une manière, à l'intérieur de la ville, j'entends, s'est organisé d'une manière beaucoup plus offensive et a travaillé sur ce projet. Je sais que le de la ville de l'époque, Franz Eberhardt, il développait des projets avec ses équipes. Je prends un exemple très concret pour montrer. Il développait, lui, des projets sur les quartiers qu'il avait repérés comme des quartiers potentiellement en mutation avec ses équipes, mais il ne les transformait pas en planification. Il les utilisait comme connaissance du territoire de manière à pouvoir entrer en dialogue, et en dialogue sérieux et argumenté avec les promoteurs et les investisseurs pour pouvoir améliorer le projet par le dialogue, par la négociation à la zurichoise, donc bien solide. Et du coup, ça a donné des processus de production beaucoup plus rapides et où la qualité elle a pu monter parce que ce n'était pas tel ratio de compacité du bâtiment, telle dimension de la chambre, etc. etc. On n'était pas dans la même manière de produire la ville. Et pour moi, c'est ça l'explication fondamentale. Alors, elle ne se voit pas du tout, mais c'est pour ça que dans ma pratique, je me suis rendu compte, et c'était même le sujet de mon doctorat, parce que ça m'énervait, de voir que plein de choses n'aboutissaient pas chez nous, c'est de dire il y a d'autres manières de produire la ville qui, du coup, permettent plus de qualité. Et ce sont des manières qui, quelque part, se rapprochent plus de l'économie privée, qui sont plus dans le dialogue, plus dans la négociation, plus dans la créativité. Ça veut aussi dire qu'on devrait accepter d'avoir le droit de se tromper. Donc ça, c'est dur. On a quand même une spécialité genevoise avec le dispositif institutionnel canton-commune qui ne facilite pas sur l'aménagement du territoire. Il y a à peu près, je dis souvent que les politiques d'aménagement territoire sont le lieu d'arbitrage de toutes les autres politiques publiques non arbitrées. Et en fait, dans le fond, c'est vraiment ça. Donc typiquement, lorsqu'on a une politique de gestion des déchets et qu'il s'agit d'aller poser une infrastructure du type décharge sur le canton, ça engendre des règlements de compte à peu près généraux entre le dispositif institutionnel. Donc ce dispositif institutionnel sur les politiques d'aménagement du territoire, il facilite en tout cas ni la vitesse, ni la concertation. Et ça, je pense que c'est quand même une spécialité genevoise. Evelyne Gärtner, Concordo, développement de projets immobiliers. En fait, ma question est à peu près la même que Nathalie Harding, dans le sens où au café, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de discuter avec
avec des entrepreneurs qui se demandent où est leur place dans l'aménagement du territoire. On parle beaucoup de logement, on focalise énormément sur le PAF. On cite souvent dans les réunions le PAF comme exemple. Et après, on se focalise et on ne parle que du PAF. Il y a des zones industrielles dans la commune. Il y a des communes qui les gèrent plus ou moins bien. Je trouve que même au sein même des zones industrielles, je pense qu'on pourra amener une mixité. Je pense que ça, c'est absolument pas pensé. Et effectivement, comme le disait Nathalie, on cache les entreprises. Ouais, la mixité au sein des zones qu'on a évoquées tout à l'heure. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on les cache, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être pas, je ne vais pas paraphraser, mais effectivement, il y a peut-être une place à pourvoir, entre guillemets. Puis effectivement, il y a un petit peu cette méconnaissance où l'entreprise ne veut pas quitter. Et puis finalement, il y a... Voilà, c'est pas qu'on les cache. Les plans directeurs, vous le disiez très bien, donc il y a les plans directeurs de zones industrielles artisanales et le plan directeur cantonal qui situe les projets effectivement en devenir pour les entreprises. Après, effectivement, il faut avoir une visibilité, une vision. Il faut que l'entreprise ait aussi sa vision de dire, bah, tiens, je vais déménager dans 5 ans, dans 10 ans, quand j'anticipe. Nous, on a des entreprises qui sont dans nos projets, dans le PAF, je reprends le sujet du PAF, mais on est en train de réfléchir déjà 4-5 ans à l'avance, comment on va faire, et en dialogue avec eux, puis effectivement avec des organismes comme la FTI, pour voir comment on peut les délocaliser, et pour que le projet satisfasse au mieux le processus, du moins le processus de l'entreprise. Mais, il faut voir d'où on vient. On vient d'un système de zoning qui a été mis en place pour gérer les risques. En l'occurrence, on crée les zones industrielles pour éloigner les usines des habitants. C'est le syndrome AZF. Et donc, du coup, à l'époque, c'est ces règles-là qu'on présidait. Et fondamentalement, le système n'a pas beaucoup évolué depuis. Il crée des catégories d'affectation qui n'ont pas beaucoup évolué. On a tenté de faire un certain nombre de choses pour la mixité intra-entreprise, entre le tertiaire et le secondaire, pour autant que cette définition ait encore un sens. Avec la transformation digitale, est-ce que la limite entre le tertiaire et le secondaire est celle qu'avant? Et surtout, on n'a pas du tout une logique dans laquelle les principes d'aménagement du territoire pour les entreprises constituent à fabriquer des écosystèmes qui génèrent de l'innovation, qui génèrent de la qualité de vie pour les travailleurs, de la proximité avec les quartiers d'habitation pour aller vers la ville des circuits courts. Enfin, tout cet urbanisme réglementaire est fondé sur une conception des années 60 qui était gérée par les risques et qu'à un moment, il faut démanteler. Je dirais même des années 30, qui étaient fondées sur la rationalité et sur la rationalisation de tout, de l'industrie comme de la ville. Je voulais juste réagir parce que finalement, je pense qu'à l'origine, le fait que les entreprises soient peu visibles, ça vient aussi absolument de ça. C'est-à-dire que dans la culture de l'aménagement, il y a toute une période, et la Suisse est très très orientée comme ça, où on a pensé que la planification, ça suffisait, avec l'idée juridique aussi que chacun était traité équitablement. Donc il n'y avait pas, mais ça a beaucoup changé depuis 15 ans, il n'y avait pas de dialogue entre le privé et le public, parce que le public avait comme mission de fournir un cadre qui était juste, mais égal pour tout le monde. Donc à partir du moment où on commençait à négocier, soit avec les habitants, soit avec les entreprises, on commençait à faire des privilèges. Et moi, je me rappelle de discussions au début de carrière avec mes collègues juristes, où je bagarrais en disant mais on doit fonctionner en mode projet, qui est un mode d'architecte, un mode de paysagiste, un mode de plein. C'est-à-dire qu'on doit se mettre autour de la table à plusieurs et réfléchir et voir quelle est la meilleure solution. Et du coup, on sort de ce côté de l'égalité de traitement qui a été une sorte de slogan sacro-saint du monde juridique. Mais je pense qu'on doit en sortir parce que sinon on ne fabrique pas de la ville. Il y a encore un petit point qu'on peut ajouter parce que pourquoi on n'arrive pas à appréhender le monde de l'entreprise aussi? Je pense qu'il est étonnamment plus diversifié dans son usage de l'espace que le mode d'habiter. Absolument. On arrive assez bien à classer les catégories d'habitants en fonction de 12 000 critères variés et divers. En revanche, il y a une très très grande diversité dans les entreprises, dans leur monde de fonctionnement, entre un logisticien, une banque et une usine qui fabrique des objets physiques et de la logistique. On a vraiment des appropriations qui sont extrêmement larges et différentes et qui, du coup, je disais souvent, alors quand j'avais ma casquette FTI à l'époque, 500 secteurs économiques représentés égale 500 manières de s'approprier l'espace différentes, transformées à des rythmes différents par le digital. Donc forcément, il y a une capacité d'appréhender cette réalité qui est un peu complexe. Oui. Et à ça, j'ajoute les métiers de demain. Parce que moi, je dois réfléchir avec les métiers de dans 15 ans. Et j'ai un peu de peine. J'aimerais bien que vous m'aidiez. Nous sommes arrivés au bout du temps, mais il semble avoir vu une dame qui avait levé la main juste avant. Voilà, madame. Oui, en fait, je voulais rebondir sur la question de la qualité architecturale et des projets innovants.
innovants. Bah, je suis architecte aussi, du coup, comme mes collègues ici. Le problème, c'est souvent les oppositions, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, les autorités, ils sont à peine à choisir des projets qui sont innovants parce que ça soulève souvent des oppositions qui fait que le projet, il est vraiment poussé dans les temps et des fois arrêté. Ça, c'est un sujet. Pour, par exemple, si on veut participer au concours d'architecture, on sait qu'il faut rester un peu conservateur pour pouvoir avoir une opportunité. Et ça, il avait un article sur Tracé, en fait, c'est pas souvent parce qu'on fait des concours d'architecture pour trouver les idées innovantes, mais en même temps, on priorise les idées qui sont plutôt conservatrices. José, répondre à madame. Réponse brève. Non, c'est pas forcément les oppositions qui nous causent un souci. Effectivement, quand on fait des projets innovants, c'est la pérennité de l'ouvrage. Quand on fait un projet innovant, ça veut dire quoi? Parce que nous, ce qu'on déteste, c'est de revenir dans 5 ans, refaire une façade, parce que finalement, elle était tellement innovante qu'elle sort du cadre, je dirais, pas qualitatif, mais les détails, etc. Et puis on se retrouve à renchérir un ouvrage dans son exploitation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que dans l'immobilier, il y a immobilisme, et on aime bien les choses qui fonctionnent, parce qu'elles vont fonctionner pour un siècle. Et puis on ne veut pas que l'ouvrage, on surenchérisse les charges. Parce que si on surenchérit les charges, on surenchérit les loyers quelque part. Mais c'est toute la dextérité d'avoir aussi des bons architectes, c'est d'apporter de la matérialité, mais d'avoir l'intelligence de dire j'optimise des sujets qui ne le sont pas, qui peuvent coûter cher parce qu'ils sont mal conçus. Parce que des belles façades, on en voit un peu partout, alors pas forcément, un peu partout, puis on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Et c'est là où là, on est un peu plus critique. Il faut juste faire attention à ça. Et c'est vrai que moi, j'aime bien l'innovation, la créativité, mais je dis, ouais, mais comment ça fonctionne dans 10 ans, le détail, là? Ouais, parce que l'eau, elle passe comment? C'est ça qui est important. Donc, c'est pas trop l'opposition, mais c'est la pérennité de l'ouvrage dans le temps. Je vous propose de finir ce point de la discussion au café tout à l'heure, parce que j'ai vu encore une main qui s'est levée. Monsieur, vous êtes vraiment la der des der. Ceux qui doivent partir, n'hésitez pas à y aller, bien entendu. Alors, une question brève et une réponse brève. Je suis Michel, waterpreneur. Je suis waterpreneur, on accompagne des startups et entreprises qui ont une solution innovante sur l'eau, la nature et l'environnement de manière générale. Cet accompagnement, il se fait, alors, on organise des forums. Et on est en train de monter un forum Innovate for Building. Je voudrais savoir en fait la place du développement durable, parce que là on n'a pas du tout à faire. Totalement raison, vous avez raison. Vous avez totalement raison. Alors là, on est reparti. Responsabilité, politique, collectivité, promoteur, investisseur. Moi j'ai un spectre très investisseur. Justement, je voulais voir si aujourd'hui il y avait une demande auprès des investisseurs, il fallait que ça vienne du côté des collectivités locales et des politiques. Alors, vous allez tous répondre, parce que c'était en effet aussi un de mes thèmes. Alors. Non, en fait, pour être très concret, effectivement, sur le développement durable, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué. concrètement, nous, oui, évidemment. Déjà, c'est un sujet d'actualité. Avec le plan climat, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, mais qui ne fait que de compléter ce sujet-là. Donc, premier point. Deuxième point, c'est vrai qu'au niveau des quartiers, on parlait des quartiers, si on parle de labels, des quartiers, il y a des labels de quartier, des labels d'immeubles, et c'est des sujets qui, pour nous, sont importants parce que vous savez qu'un investisseur, quand je dis investisseur, il classe ses bâtiments généralement sur les critères ESG, vous connaissez certainement. Donc voilà, parce qu'on a ça dans des portefeuilles immobiliers, mais indépendamment de ça, donc on passe par des labellisations, que ce soit SNBS, THPE pour le Genevois, etc. Donc ça c'est des sujets qui sont très importants pour la qualification de l'ouvrage. Après, le sujet du développement durable, c'est un sujet aussi fédérateur et d'actualité. Donc c'est un message qu'on passe, alors pas que sur l'aspect énergétique. Aussi, pour petite histoire, aujourd'hui on négocie avec le chauffage distance avec les CIG pour avoir zéro fossile. Zéro fossile. On ne demande pas du 80 à 2030, on demande aujourd'hui, parce qu'on a des exigences aujourd'hui qui sont plus fortes que ce qui est prévu par le canton, mais qui aboutira à la neutralité carbone en 2050. Donc on est en train de le demander, parce que voilà, on veut satisfaire une demande, notre objectif final, une demande par rapport à nos clients et par rapport effectivement à l'orientation qui est donnée par rapport à la thématique du climat. Donc oui, donc labellisation au niveau des quartiers, au niveau des bâtiments, et avec tout ce qui se décline, tout ce qui décline, donc la biodiversité, la gouvernance de quartier. Là, on est sur l'aspect social. Donc il n'y a pas que l'énergie, il y a toutes ces thématiques-là qui nous amènent aussi à piloter le projet sur toutes ces thématiques-là. Michel ?
Alors moi, ça va être très court parce que sinon j'en ai pour 3 heures. C'est absolument le centre de tout ce que je fais, mais j'irai plus loin que le développement durable. C'est-à-dire que moi, je parle vraiment de, c'est pour parler technique, j'ai la vision du donut, c'est-à-dire qu'on a un plafond de ressources, on a un plancher social, et puis à l'intérieur, l'économie doit faire fonctionner le tout. Et c'est absolument au centre de tout ce que je fais comme dossier en ce moment, parce que j'essaye d'imaginer un territoire qui permette de respecter ses limites et qui permette à une société de vivre autrement, de manière décarbonée, et de temps en temps, c'est un peu schizophrénique. Voilà. Donc je travaille là-dessus, c'est mon sujet central, à toutes les échelles. Alors bon, sur le développement durable, c'est vrai, on a beaucoup tendance à, comme tu disais José, à partir sur les questions d'énergie, qu'on mobilisait beaucoup et qui d'ailleurs ont conduit sans doute à des absurdités sous l'angle développement durable à de multiples égards. Aujourd'hui, quand on pense développement durable, on doit effectivement prendre la totalité du cycle de vie du bâtiment, on doit travailler dans une logique de cycle de vie du bâtiment, mais surtout on doit travailler à l'échelle du dialogue du bâtiment avec le reste du quartier. Et aujourd'hui, dans les planifications, on n'y est pas encore tout à fait à cette capacité à fabriquer un bâtiment dans une logique durable, mais parce que si on pense uniquement que le bâtiment qu'on est en train de fabriquer doit être 100% durable, on a des arbitrages qui ne pourront pas fonctionner entre le volet des matériaux, de l'énergie, de ces fonctionnalités. Donc ça oblige les promoteurs et les développeurs comme nous à penser à une échelle plus large, ce qui n'est pas facile si on n'a pas d'instance pour faciliter ce dialogue interpromoteur. Et aujourd'hui, on voit bien dans la fabrique des quartiers la nécessité d'avoir un opérateur urbain qui nous fait dialoguer ensemble pour trouver les arbitrages quand on fabrique un morceau de quartier. Là, il manque de nouveau de process et de structure. Moi, je suis convaincu d'une chose. On parle beaucoup de qualité architecturale, etc. On ne parle pas assez de qualité de programmation. Et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on doit changer nos manières de programmer les immeubles et que du coup, le reste en découlera. Et là, on doit sans doute un peu... C'était, quand j'ai eu le petit blanc, c'était exactement ça. Sur l'époque, quand on parlait des typologies, etc., la plus grande difficulté d'un opérateur, en fait, d'un investisseur, c'est sa programmation. C'est ça. C'est sa programmation, qu'elle parle du logement, qu'elle parle des activités tertiaires. Et d'avoir la vision, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, la vision de 10-15 ans, comment je vais concevoir mes appartements, aujourd'hui, mes logements, soit des 3 pièces, des 4 pièces, c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Et puis les statistiques sont là, et puis on essaie de faire des projections. C'est comme un sujet qu'on n'a pas évoqué non plus, c'est le sujet de la mobilité. Et je sais bien, voilà, il faut refaire. Je vous demanderai quand même un mot de la fin à chacun. Si vous aviez une baguette magique, en termes d'aménagement du territoire, que feriez-vous avec votre baguette magique? Et comme je suis sympa, je vous laisse quelques secondes. Qui veut répondre en premier? Je peux vite répondre. Non, on l'a un petit peu, on l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'en termes de normes, de lois, de règlements, on est assez alourdi. Donc, il faudrait avoir un peu plus de flexibilité. On parlait des plans de quartier, mais on parle aussi de la LZD, la LCI. Donc simplifier un petit peu le cadre réglementaire. Voilà, on connaît les vertus et puis les mauvais côtés. Et puis voilà. Merci. Yves? Je suis sec. Michel? Alors Michel. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. En fait, moi, ça serait d'avoir le droit d'expérimenter. C'est-à-dire tester des choses. Tester soit de manière provisoire, soit, disons, dans un cadre comme ça, il y a des pays qui ont donné qui ont quand même fait un cadre juridique qui dit on doit aboutir à tel niveau de qualité. Par contre, la manière d'y arriver, c'est laisser libre. Il y a le droit d'expérimenter. Moi, j'ai besoin de droit d'expérimenter parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Mais ça existe en Suisse. Hein. Oui, mais c'est pas assez sur le consensus alémanique. Oui, maintenant, la parole est à Yves. Je partage beaucoup de points sur le fond, sur l'idée qu'aujourd'hui on doit pouvoir prendre davantage de risques, à la fois d'avoir des espèces de pages blanches où on pourrait tester des choses, parce qu'en le faisant, on va créer la ville désirable aussi. Absolument. Et en expérimentant. Aujourd'hui, on a le sentiment que chaque quartier est critiqué à partir du moment où il est bâti. Et donc, du coup, ça ne donne pas envie de faire le suivant. Donc, à un moment où il est planifié et réalisé, c'est encore pire que ça. C'est encore pire, mais déjà planifié, parce que déjà, il y en a qui bloquent. Et la situation aujourd'hui, je vois bien, on est en train de finir Pont-Rouge et on se dit, il ne faut surtout pas que l'étoile soit la même chose que Pont-Rouge. Donc, on est toujours en opposition par rapport à ce qu'on perçoit comme l'échec de l'étape précédente. Et à un moment, je pense qu'on doit être capable d'avoir des lieux dans lesquels on a des projets qu'on va considérer comme étant réussis, dans lesquels on est fier, parce que ça redonnera un élan positif à la manière de fabriquer demain. C'est un très beau mot de la fin. Merci infiniment. Merci à vous. Café, croissant et suite des discussions dans la pièce d'à côté.
Alors. Back and relax, karma's gonna slap.